Alors, j'ai appelé ça thermoablation fonctionnelle. Pourquoi? C'est un hommage à mon mentor Hervé Montpessène, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est à l'origine, il y a 20 ans, du concept d'échographie thyroïdienne fonctionnelle et qui, avec cet algorithme que je ne vous détaillerai pas, a bien montré qu'en présence d'une hyperthyroïdie, rien qu'en utilisant des critères en mode B, Doppler couleur et surtout Doppler pulsé qu'il faut maîtriser, on peut arriver facilement au diagnostic étiologique d'une hyperthyroïdie. Parce que les hyperthyroïdies, bien sûr, il y a plusieurs mécanismes et c'est en fonction de ces mécanismes qu'on va décider d'un traitement. Alors vous me direz, aujourd'hui en 2025, pourquoi vouloir enrichir la palette des traitements de l'hyperthyroïdie alors qu'on en a déjà beaucoup? Parce qu'on a bien des médicaments mais qui sont suspensifs et temporaires. On a une chirurgie, mais possiblement pourvoyeuse de complications. On a une irathérapie et une embolisation possiblement pourvoyeuse d'hypothyroïdie. Et on a la plasmaphérèse exceptionnelle et temporaire. Mais nous sommes toujours à la recherche de l'utopie qui est celle du traitement radical et définitif d'une hyperthyroïdie sans hypothyroïdie. Alors, en fait, c'est un peu un hasard. Tout est parti des nodules. Les nodules, c'est une pathologie focale. Des nodules bénins, tels que la thermoablation s'y attaquait il y a une dizaine d'années, et autonomes. Et en fait, Hervé avait fait une première présentation à Francfort en 2016 sur les nodules chauds et l'AIFU, sachant que jusque-là, en fait, les nodules autonomes n'étaient pas étudiés séparément. Ils étaient étudiés avec les nodules bénins, et ce qu'on voulait, c'est détruire le parenchyme. Et ça nous fait nous interroger sur ce que sont les nodules autonomes. C'est quand même 5 à 15% des nodules. C'est une mutation activatrice soit du récepteur de la TSH, soit des protéines G. Et ça nous fait bien distinguer deux choses. Qu'est-ce que c'est que l'autarcie? L'autarcie, c'est la capacité de produire suffisamment d'hormones. Quand on fait une lobectomie, on se demande si le lobe contralatéral permettra d'assurer l'autarcie, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones sans aide extérieure en quantité suffisante pour que l'organisme fonctionne. À distinguer de l'autonomie, l'autonomie, c'est que je fonctionne tout seul, j'ai ni Dieu ni maître, d'accord, et je m'affranchis du contrôle de l'axe thyréotrope. Et pourquoi c'est important d'identifier des nodules autonomes comme tels? On en a parlé pour ne presque, vous avez noté le presque, jamais les ponctionner en dehors du tirade 5, pour les empêcher de nuire à divers organes, parce que contrairement aux nodules bénins euthyroïdiens, ils n'ont pas qu'un risque local, pour les surveiller, les préserver, et surtout pour leur appliquer une stratégie thérapeutique adéquate, aussi bien dans le quoi, qu'est-ce que je vais leur faire, que le comment, et on va voir que ça compte en thermoablation. Alors, ça peut partir de l'échographie, et je vous ai dit, c'est souvent des nodules TIRADS 3 ou 4, qui sont hypoéchogènes, très rarement iso. Ils ont souvent des plages kystiques, ils ont des contours nets, une forme harmonieuse, petits signes, ils sont gorgés de colloïdes, ils sont hyperfonctionnels. La colloïde, c'est là où la machine enzymatique va venir puiser l'iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et on voit très souvent des granulations colloïdes qui ont une définition échographique précise, parfois avec les petits artefacts en queue de comète. Et là, en mode B, vous voyez ça, vous êtes sûr qu'en allumant le Doppler, ça va être très richement vascularisé. Donc, c'est assez... Alors, dans notre démarche diagnostique des nodules, c'est facile de dépister le nodule autonome à TSH basse. On voit un nodule, on fait une TSH, elle est basse, on a tout de suite en tête, arrêtez-moi si je me trompe, la réalisation de la scintigraphie. Et pourquoi les recommandations mettent une scintille première dans le nodule à TSH basse? Pour ne pas le ponctionner, parce qu'il est presque toujours bénin, la cyto est inutile, mais surtout parce qu'il est souvent suspect à la cytoponction. Il est très cellulaire, parfois avec une architecture microvésiculaire, et si ça finit dans le dossier du patient, vous pouvez être sûr que quelqu'un qui n'est pas au fait va couper la route aux techniques alternatives possibles. Donc, sous réserve d'utiliser l'iode 123 et de ponctionner les tirades 5, vous pouvez faire passer la probabilité de malignité d'un tel nodule de 2,17%, qui sont les 3 et 4, à 0% quasiment. Donc, bien sûr, vous avez l'adénome toxique de Plemer, puisque en produisant énormément de T3, T4, il effondre la TSH. Donc, forcément, ce qui est autonome capte, puisqu'il n'a plus besoin de la TSH pour capter, et ce qui a besoin de la TSH pour capter est dans le coma. Donc, on les trouve avec une thyrotoxicose d'expression variable. Ils sécrètent préférentiellement de la T3, et des fois, la production de T3 est tellement élevée
qu'avec le rétrocontrôle, la TSH s'effondre, la production de T4 s'effondre, et on peut même avoir une T4 basse. Donc TSH effondré, T4 basse, ce n'est pas une incidence thyréotrope. Si votre T3 est élevé, c'est la signature d'un nodule autonome. Alors la scintigraphie m'a montré un parenchyme le plus souvent extinctif. Mais avant d'être toxique, il peut être prétoxique. D'accord? Et là, on va avoir une hyperthyroïdie sans thyrotoxicose, puisque la thyrotoxicose, c'est l'élévation des hormones dans le sang. Là, ça va être normal. Alors, est-ce que c'est la norme du patient ou pas? Ça, c'est les bases de la thyroïdologie. Mais on sait que même quand l'hyperthyroïdie est fruste, il y a déjà un risque de fracture ostéoporotique, il y a déjà un risque de fibrillation atriale. Donc, il y a déjà un risque. Et de plus en plus, les études nous montrent qu'il y a un risque et que traiter, et ça c'est nouveau, c'est l'étude Pirate et d'autres études qui ont été publiées l'an dernier, que ça vaut le coup, et on ne l'avait pas jusque-là, de traiter même avant 65 ans. Donc là, la scintille va montrer un parenchyme le plus souvent partiellement éteint, parfois totalement éteint, d'ailleurs ça va dépendre. Le gros problème, c'est comment débusquer le nodule autonome à TSH normal pour lequel on a déjà en tête la réalisation d'une cytoponction. C'est un nodule qui va fabriquer de T3 et T4 indépendamment de l'axe thyréotrope, mais il va fabriquer ça, et la TSH, en baissant un peu, par exemple, en passant de 2 à 1, mais on est toujours dans les normes, va finalement faire que dans l'usine, il y a le département en bas à gauche qui fabrique 3 fois plus que les autres bossent 3 fois moins, mais les camions qui sortent de l'usine ont la bonne quantité de marchandises, et c'est ce qui compte. Et c'est en ça, et ça, je pense que c'est faisable dans tous les pays du monde, que la scintigraphie quantifiée devrait être un standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut quantifier la fonction thyroïdienne et avec une quantification topographique en liant la fixation de l'iode 123 au taux de TSH. Et il y a des équations qui existent. Et quand est-ce qu'on va suspecter qu'un nodule est autonome? Si le taux de fixation est inadapté à la TSH. Mais il y a des nodules hyperplasiques où le parenchyme est un peu dense qui peuvent être aussi hyper contrastés. Et là, à ce moment-là, et c'est pour ça que je vous ai dit que je militais pour la disponibilité de la T3 au Maroc, c'est que tout simplement en freinant pendant 5 jours la TSH, là, vous effondrez totalement, il n'y a plus rien qui stimule la thyroïde sauf l'autonomie. Et là, on voit apparaître ça. Et c'est très important en thermoablation, parce qu'on a l'impression qu'on va traiter un nodule unique, et puis 2-3 ans plus tard, la TSH remonte, et en fait, on verra que si on avait fait une scintigraphie quantifiée, le nodule unique n'était pas unique. Alors, comment on peut découvrir son caractère autonome? On ne peut pas compter sur la clinique, parce que là, c'est euthyroïdien, on n'a qu'une symptomatologie locale. On dit qu'on ne peut pas compter sur la TSH dans les normes du labo, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les études italiennes, il y a l'étude de Chamy, mais il y a aussi l'étude de Treglia, qui montre que non seulement la TSH est inversement corrélée à la masse fonctionnelle, mais qu'en fait, vous voyez ici, 50% des nodules avec une TSH en dessous de 1, alors qu'entre 0,4 et 1, on est dans la norme, sont des nodules autonomes qui vont progresser vers la toxicité. Pareil, vous avez un nodule au début de votre suivi, c'était 3, puis 2,5, puis 2, puis 1,5, puis 1. Il faut réfléchir, il est en train de se passer quelque chose si la TSH diminue au fur et à mesure du volume. Il faut y réfléchir, et c'est dans le consensus français désormais, il faut y réfléchir si on va faire une cytoponction, parce que le résultat peut être influencé par la nature autonome. On a dit qu'on ne peut pas compter sur l'écho, mais en fait, c'est pas vrai. Dès 97, Becker montrait que, en fait, si on a vraiment une vascularisation extrêmement riche par rapport au reste du parenchyme et qu'on fait un Doppler pulsé sur les vaisseaux intranodulaires, on est capable, avec une assez bonne discrimination, une sensibilité de l'ordre de 95%, de dire qu'un nodule est potentiellement autonome. On ne peut pas compter sur la ponction. Et c'est là que la scintigraphie prend son rôle. C'est une très bonne revue de Rodrigo Moreno-Reyes que je vous conseille de lire. C'est qu'en fait, dans votre démarche thyroïdologique initiale, vous pouvez faire une scintigraphie dans la TSH, pas basse mais pas haute, inférieure à 1, soit parce qu'à l'échographie, ce nodule, il vous pose question, soit si vous avez 7 nodules, vous êtes en droit de demander une scintigraphie quantifiée pour savoir lesquels vous n'allez pas ponctionner, et bien sûr celle des cytologies indéterminées que j'appelle la scintigraphie de sauvetage. Alors à partir de là, la question va être la même. Comment je vais traiter ce nodule?
Eh bien, les mêmes options, chirurgie, irathérapie, technique éco-guidée, et toujours une décision concertée. Qu'est-ce qu'a prévu le consensus français? Aussi bien pour l'hyperthyroïdie patente que pour l'hyperthyroïdie fruste, et j'ajouterais qu'en fait, de 5 à 10 millilitres, le consensus français le positionne comme un traitement de première intention, la thermoablation. Alors, je vous ai dit, on discute les options. L'irathérapie, jusqu'ici, c'était considéré comme un traitement simple, ambulatoire, peu onéreux, d'efficacité démontrée, comme un traitement de première intention du nodule thyroïdien toxique extinctif, mais avec un risque d'hypothyroïdie à long terme quand même élevé. Donc, et on disait qu'en cas de nodule toxique trop volumineux, combien de médecins nucléaires j'ai entendu me dire ça, jusqu'à ce que je connaisse l'équipe de Jérôme Clair, me disait il faut une lobectomie à ce moment-là. Alors déjà, je vous ai parlé pour le diagnostic du freinage. Mais en fait, si vous avez vu, si vous connaissez la Bible, si vous connaissez les 10 commandements ou le prince d'Égypte qui a été fait en dessin animé, qu'est-ce qu'il faisait l'ange de la mort? Il passait pas là où les Hébreux avaient mis du sang sur le fronton des maisons. Il passait juste chez les premiers-nés d'Égypte. Et ben là, c'est exactement la même chose. Là où la TSH ne stimule rien, les cellules sont dans le coma, elles ne boiront pas le poison. Et le poison, il va aller où? Uniquement sur les cellules qui ont échappé au contrôle de l'axe thyréotrope. Donc, c'est sûr que si ça fixe encore un peu, eh ben, il y en a qui va aller dans le parenchyme thyroïdien et pas dans le nodule. Mais si vous avez correctement freiné, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tout va aller sur les cellules malades, rien ne va aller sur les cellules saines. Et l'équipe de Jérôme Clair a en fait à peine 5% maximum d'hypothyroïdie, donc 98% sur les personnes anticorps TPO positifs. Donc c'est même pas sûr que cette hypothyroïdie tardive soit pas due à une thyropathie auto-immune, passée en hypothyroïdie dans tous les cas. Donc on le voit d'ailleurs dans toutes les études anciennes, c'est la présence des anticorps anti-TPO et une TSH non effondrée qui prédisent l'hypothyroïdie, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, à côté de ça, la thermoablation des nodules autonomes. Je vous ai remis la plaque de tout à l'heure. Donc, les spécificités, je vous l'ai dit, c'est un volume, justement, qui doit se limiter à cette tranche 10-15 millilitres, sans prélèvement, sauf pour les tirades 5. Mais en fait, j'ajouterai une chose, c'est que pour moi, imaginons qu'on parte sur un nodule thyroïdien. Pour moi, c'est capital de savoir s'il est autonome. Et je demande quasiment maintenant constamment une scintigraphie quantifiée, parce que je sais que s'il est autonome, contrairement à ce qu'on vous a dit avec Giovanni, je vais vouloir être carcinologiquement satisfaisant. Je vais vouloir détruire toutes les cellules, parce qu'il faudra que quelques petites cellules pour que ça repousse. Donc, voilà pourquoi c'est important pour moi de le savoir. Alors, vous avez énormément d'études, mais elles sont assez récentes, comme vous allez le voir, qui ont étudié le nodule autonome en tant que tel, et pas dans l'accord des nodules bénins. Ces études, elles nous montrent que le volume compte. Vous avez par exemple une étude ici de Beck en 2015 qui a tiré d'une de ces séries, finalement, donc volume moyen 18,5, et on voit 82% de réduction de volume et 81%, donc quand même pas mal de succès hormonologique. Mais Gambelung, vous voyez, c'est lui qui a ces chiffres-là. Vous voyez qu'en dessous de 5 millilitres, il a 100% de succès en laser et 90% en dessous de 15 millilitres et qu'après, ça s'effondre. Et on a quasiment les mêmes résultats, si ce n'est des cohortes un peu plus récentes, qui nous montrent quand même, ça je vais vous le montrer, qu'en poussant l'énergie et en étant carcinologiquement satisfaisant, si j'ose dire, on pouvait augmenter ça. Donc voilà l'exemple, un beau nodule autonome. Donc vous voyez ici la mise en place d'une fibre laser, puisque je fais encore du laser qui me sert dans quelques indications. Et vous allez voir donc à quoi ressemble, vous allez voir que c'est pas tellement différent. Vous voyez l'apparition des bulles de gaz, sauf que le laser chauffe en avant. Donc c'est pour ça que j'ai positionné ma fibre en fait ici à l'entrée du nodule, parce que ça va chauffer devant, mais ça répand la chaleur de façon extrêmement homogène. C'est très doux, c'est une aiguille de 21 gauges, donc c'est très fin. Donc les études les plus récentes, Aurelio De Andrea l'a publié, il y a d'autres groupes qui l'ont publié, on devrait atteindre les 4000 voire 5000 joules par millilitre pour obtenir une efficacité significative. Et pour arriver à être carcinologiquement satisfaisant, bien sûr, c'est l'hydrodissection qui, cette fois-ci, va être quasiment indispensable. Alors, comme je vous l'ai dit, donc là, il faut être certain que le nodule est unique et que le reste de la thyroïde n'est pas autonome. Pourquoi? Regardez ici.
Là, c'est avant le freinage par la T3. Là, c'est après. Là, vous voyez, c'est bien unique, il n'y a pas de souci. On va traiter ça en thermo. Mais ici, regardez, on freine et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a bien le nodule autonome ici. Ici, on avait l'impression qu'il n'y avait rien. C'est pas vrai. Vous voyez qu'il y a quelques petites plages autonomes un petit peu partout. Pour cette personne-là, je ne ferai pas de thermoablation. Je sais qu'à 2 ans, elle va échouer et les plages sont trop diffuses, trop petites pour que j'aille les traiter. Il n'y en aurait qu'une deuxième, il n'y a pas de souci. Quant au dernier, vous voyez que même si je traite ça, après freinage, j'ai tout le reste de la thyroïde qui s'allume et tout le reste de la thyroïde, il va prendre le relais pour assurer, non pas le thyroïdie, mais l'hyperthyroïdie. D'où l'intérêt, encore une fois, d'un diagnostic thyroïdologique rigoureux. Alors, là, on a parlé donc des nodules, vous avez compris le message. Un bon diagnostic thyroïdologique, beaucoup d'énergie, carcinologiquement satisfaisant et très complet, avec une bonne hydrodissection. Je dirais, comme a dit Stéphano tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'y attaquer dès le début. Il faut déjà avoir une bonne expérience pour être efficace dessus. Mais là où je vais peut-être vous surprendre, parce que moi-même j'ai été surpris, c'est que les nodules autonomes ne sont pas la seule cause d'hyperthyroïdie où on peut espérer quelque chose de la thermoablation. Celle de la maladie de Basedow. Un vent nouveau vient de Hong Kong. Et là, je tombe il y a 4 ans sur une étude de Brian Lang, qui est un garçon très sérieux, qui a été dans tous les consensus qu'on vous a montrés aux côtés de Gilles Russe, et qui a publié, c'était en 2017, HIFU et maladie de Basedow. Mais même le concept, je ne pouvais pas le comprendre. C'est-à-dire, traiter, qu'est-ce qu'on veut faire en thermoablation? On veut traiter localement là où on ne peut pas faire une énucléation d'un lobe. Et pour moi, une maladie diffuse, il faudrait traiter toute la thyroïde, autant l'enlever ou autant l'irradier. Et puis, il a réinsisté, comme vous le voyez, en 2019, en disant 2 ans plus tard. Ah, il insiste, le mec. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 60% de rémission à 2 ans de gens qui étaient en rechute à 100%. Et là, cette fois-ci, après la 3e rechute, et qu'est-ce qu'il avait comme seul facteur prédictif? Le taux de TRAC. Ce qui n'est pas étonnant, c'est quand même les agents pathogènes. Alors, comme dit Gad Elmaleh, après, on perd sa trace. Where is Brian? He's not in the kitchen, but he's back. Et là, il est de retour avec la radiofréquence. Le mec, il insiste. Et là, non seulement il nous fait une étude pilote, mais il nous publie ses résultats en prospective, cette fois-ci, à 2 ans. Chez des gens qui ont 8-9 ans d'évolution, 3-4 ans d'antithyroïdien de synthèse, 5 à 10 mg de néomercazole, les patients habituels qui en attendent d'un traitement radical. Alors, à part surveiller un peu les encas si vous voulez, mais je vous rappelle que Juliane Léger, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, qui était endocrinopédiatre en France, a montré que les enfants, on pouvait les traiter jusqu'à 6 ans avec les antithyroïdiens de synthèse, avec des bons résultats. Donc on a au moins 6 ans, et puis on a du recul, des fois sur 10 ans d'observation. C'est Azizi qui avait publié ça. Quoi qu'il en soit, il nous a montré ces images. Donc voilà, c'est un goitre de Basedow qu'on connaît. Et voilà les images. Donc on voit qu'il a détruit un peu, il a fait en fait la technique du mur postérieur, pour ceux qui se souvenaient de cette chirurgie qu'on a laissé tomber il y a beaucoup d'années maintenant. Il a fait une thermoablation avec respect du mur postérieur. Et là, on voit qu'il n'a pas mis énormément, il a mis environ 2000 joules par millilitre, ce qu'on aime mettre dans les nodules euthyroïdiens bénins. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous a montré? Qu'à 2 ans, sur les thyroïdes de volume normal, ce fameux 20 millilitres qui distingue en échographie le volume normal du goitre, il avait 100% de rémission à 2 ans. Et je me suis posé la question du concept, jusqu'à ce que je me souvienne d'une chose. On peut dire qu'il a détruit assez de parenchyme, finalement, pour que la stimulation ne fabrique plus assez d'hormones. Mais non, il a fait autre chose. Il a fait le rêve qu'on avait avec les antithyroïdiens. Il a été aussi immunoactif. Parce qu'il faut se souvenir, si vous regardez ça, c'est dans le New England, une revue sur la maladie de Basedow, mais c'est trop ignoré. Marqué en tout petit, je vous rappelle que les lymphocytes B qui fabriquent les TRAC sont dans la thyroïde. Expliquant par exemple les maladies de Basedow séronégatives, où en fait les TRAC sont pas assez nombreux, ne débordent pas de la baignoire pour passer dans le sang, mais en fait ils agissent toujours en paracrine à l'intérieur de la thyroïde. Et donc il n'a pas que détruit du parenchyme susceptible d'être stimulé, en faisant ça il détruit la source des TRAC. Et il n'est pas le seul.
Il y en a d'autres. Alors là, le problème de cette étude rétrospective, c'est qu'ils ont regardé, alors en moyenne, ça marche très bien, mais nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est de savoir combien de personnes étaient en rémission, pas d'avoir une TSH moyennée. Alors, je voudrais vous livrer un petit cas clinique en guise de conclusion pour stimuler la réflexion sur nos pratiques. C'est cette femme de 37 ans avec une triade typique, thyrotoxicose, orbitopathie, goitre modéré d'allure homogène, qui a une thyrotoxicose, des tracts positifs. En France, on ne fait pas d'échographie systématique parce qu'on considère que l'échographie, les endocrinologues français sont très intelligents. Donc, bien sûr, 18 mois de traitement, rechute quasi immédiate. On me l'a confié cette fois-ci, j'ai la faiblesse, je l'avoue, de faire une échographie. Et donc, je tombe, bien sûr, sur un parenchyme typique de base d'eau, avec son thyroïde inferno, avec ses vitesses systoliques pathognomoniques, et avec ça, un nodule. Et c'était pas un white knight. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, un nodule et une TSH basse, par contre, je suis qu'endocrinologue, donc je suis un peu binaire, je demande une scintigraphie quantifiée. Et là, alors, ça, c'est l'image initiale, ça, c'est l'image traitée, et ils me répondent qu'il y a un renforcement de la fixation, quantitativement en hypercontraste par rapport au reste du parenchyme, combinant un base d'eau et un nodule hyperfixant, c'est bien sûr un syndrome de Marine Lennart. Alors, Marine Lennart, c'est pas une charmante jeune femme, c'est deux chirurgiens de Cleveland qui ont décrit il y a un siècle l'association base d'eau adénome toxique au sein du même parenchyme. Je vous rassure tout de suite, c'est une coïncidence. Faut pas chercher des liens de cause à effet. Faut bien les distinguer d'une forme focale de base d'eau dans laquelle il n'y a pas de vrai nodule, d'un goitre multi-hétéronodulaire toxique avec des tracts qui sont faiblement positifs, ou d'un base d'eau qu'on voit 6 à 12 mois après une irathérapie dont la libération antigénique a sûrement stimulé le système immunitaire. C'est quand même, on va dire, 3 à 4% des bases d'eau, sachant qu'il y a 25 à 30% des bases d'eau qui ont des nodules. Ça, c'est devenu, suite aux recommandations de l'ATA en 69, un sous-groupe de la maladie de base d'eau, et elles sont en lecture libre sur PubMed en 72, donc il y a plus de 50 ans. Sharks a fait des études de scintigraphie quantifiée magnifiques qui ont inspiré Jérôme Clair, entre autres, à Cochin. Et les séries plus récentes, en 98, montrent la même proportion. Et il y a de plus en plus de case reports. Moi, j'avais fait cette revue avec l'équipe de l'AFTI dans le journal de radiologie. Ce qui est certain, c'est que le traitement médical est inefficace et la rechute est certaine. Donc, c'est 2 ans de traitement médical avec perte de temps. Ça a réhabilité le débat sur la place de l'écho et d'une scintigraphie quantifiée, bien réalisée. Je vous jure que vos médecins nucléaires, ils ont juste besoin d'un truc d'iode 123 et de se former. C'est tout ce dont ils ont besoin. On est loin des dizaines de milliers de dirhams de la biologie moléculaire. Donc, on disait que les traitements, là, il n'y avait pas le choix. On avait une cause non médicamenteusement et non induite par une rémission spontanée d'hyperthyroïdie. Il fallait opérer en total ou une irathérapie à forte dose. Ma patiente qui a eu ça, elle a dit, mais attends, si j'ai bien compris, moi, il n'y a que l'adénome toxique qui n'est pas curable. Tu m'enlèves que lui. L'autre lobe, j'en fais mon affaire. Et on finit le traitement médical du base d'eau. Et on fera une irathérapie si ça ne marche pas et je me le ferai enlever en dernier recours. Et en fait, après 6 mois de traitement médical, son base d'eau s'est éteint et elle est sevrée depuis maintenant 12 ans, euthyroïdienne sans traitement. Mais en fait, là, on était en 2012. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi que je lui aurais peut-être conseillé autre chose pour son adénome toxique. Et peut-être qu'en 2027, je lui conseillerais même autre chose pour le lobe de maladie de base d'eau. Donc ça nous montre, et c'est ma conclusion, que j'avais pas le temps, mais on a beaucoup parlé des traitements combinés, et que finalement la thermoablation commence à s'intégrer dans une stratégie thérapeutique. Et en fait, faut pas s'étonner, parce que, dites-moi, dans les traitements antidiabétiques, on choisit qu'un seul traitement ou on les combine? En cardiologie, on fait pas des stents et des pontages. En cancérologie, on combine pas chirurgie, radiothérapie, thérapie ciblée. On peut combiner chirurgie, irathérapie en thyroïde, irathérapie thermoablation et même alcoolisation thermoablation. Donc, mes messages, assurez bien le diagnostic d'autonomie avec, dans l'idéal, et forcez, ayez des disputes conjugales avec vos médecins nucléaires pour qu'ils se forment, simplement se forment à cette scintille quantifiée. Faites tout pour pas ponctionner un nodule autonome, sauf s'il est tirade 5. Discutez les 3 options comme dans les nodules cancéreux. Pas de thermoablation seule au-dessus de 15 millilitres, une destruction complète avec hydrodissection forte énergie.
Pensez en stratégie combinée et restez à l'affût des séries de Brian Lang sur la maladie de Basedow. À mon avis, on aura des surprises. Donc là, c'est un petit peu un tableau de tous ceux qui m'ont appris la thermoablation, qui m'ont inspiré et à qui je dois énormément. Et vous savez que traditionnellement, non seulement on fera tout pour qu'ils soient à Rabat, mais il y a toujours les 15e ateliers thyroïde de 7 qui seront les 22 et 23 mai cette année. Je vous remercie de votre attention.